Les moments où je me scarifiais, c'était souvent quand j'étais défoncée. C'était là où j'étais le plus malheureuse. La première fois que j'ai fumé, c'était pas vraiment en soirée, c'était à mes 14 ans. J'étais hospitalisée en clinique. J'étais dans un environnement où t'es pas censé être comme ça. Et j'étais là, je me sentais un peu rebelle. Ouais, je suis une gueudin, j'ai testé mon premier jour en clinique psy. Ça est devenu une habitude à partir du moment où je sortais tous les week-ends parce que je suis rentrée dans une nouvelle école où dans cette école, ils fumaient. On était jeunes, mais à 15 ans, ils fumaient. Donc on faisait des soirées tous les week-ends. Donc ça commençait à devenir une habitude. Et en fait, finalement, j'ai vraiment kiffé sur le moment parce que t'es en soirée, il y a de la musique, tu planes, t'es content, tu parles à des gens. Au début, c'était des petites tafs à droite à gauche, mais quand il y a 20 personnes qui fument et qui te proposent tous une taf, bah limite, c'est l'équivalent de 2 joints, quoi. Et la fois où je pense ça a commencé et j'ai vraiment pris goût à la fumette seule, c'est parce qu'une amie à moi avait acheté 50 € de weed, quoi, et elle m'a dit, bah écoute, je pense que je vais pas les fumer seule, ça te dit qu'on fasse moitié-moitié. J'ai pas été le chercher, c'est pas moi qui me suis dit, bon, je vais acheter. Et au final, j'ai trop kiffé fumer seule avant de dormir, etc. Et je lui ai dit, ah, tu peux me passer le contact de là où t'as acheté. Et au final, c'est moi, je m'achetais toute seule. Ma consommation journalière, ça allait jusqu'à 8 par jour. En fait, je fumais ça comme des clopes, quoi. Du coup, je dépensais bien 100 € par semaine. En fait, finalement, tout mon argent allait dans ça. J'y suis allée au point d'arriver au brevet complètement défoncé, complètement morte. Je savais même plus ce que j'avais écrit sur ma copie. Quand j'avais des présentations devant mes profs, c'était pas un problème pour moi de fumer. J'étais devenue tellement défoncée qu'on se rendait plus compte que j'étais défoncée parce qu'ils pensaient juste que c'était ma façon d'être, quoi. Ça avait beaucoup de conséquences sur mon attitude. J'étais beaucoup plus agressive, donc en fait, je partais au quart de tour, on allait me faire une petite réflexion, j'allais le prendre fois 1000. En plus, je suis hypersensible, donc c'était catastrophique. J'étais heureuse d'être triste, en fait. C'était particulier parce que ça me rendait mélancolique. Ça me faisait remettre plein de choses en question, mes choix, mes décisions. J'étais tellement malheureuse qu'en fait, je fumais pour m'éloigner de tout mon malheur. Et finalement, mon malheur s'amplifiait avec la fumette. Et ça, c'est quelque chose dont je me rendais pas compte. La fumette, c'était une sorte d'échappatoire, clairement. Ça a eu un grand impact sur mes relations sociales, mes relations avec mes potes. Je sortais beaucoup moins, je me suis renfermée sur moi-même. En fait, je me satisfaisais de moi et mon joint, quoi. J'étais dans mon monde parce que finalement, j'étais tout le temps défoncée. Ça m'arrivait très rarement d'être clean, d'être sobre. Ce qui a été le plus dur surtout, c'est tout ce que je mangeais après. Parce que dès que je fumais un joint, j'avais une fonce dalle pas possible. Je pouvais manger un frigo entier, quoi. Mais sans compter, c'est-à-dire que même si j'avais mal au ventre, je continuais, jusqu'à en vomir carrément. Donc ça a été un cercle vicieux parce que finalement j'étais triste de prendre du poids. Comme j'étais triste de prendre du poids, je fumais, mais de la fumette, ça me faisait prendre du poids. Donc en fait, c'était en boucle. Je pense vraiment que sans la fumette, j'aurais pu être guérie de ma dépression beaucoup plus vite. Les moments où je me scarifiais, c'était souvent quand j'étais défoncée, ou c'était là où j'étais le plus malheureuse, quoi. Plus je fumais, plus elle se détériorait. 16 ans, je me suis refait hospitaliser parce que j'ai eu une grosse rechute de dépression. Enfin, après des tentatives de suicide, j'avais pas le choix en fait. Du coup, quand je me suis fait hospitaliser, j'ai dû arrêter de fumer, donc c'était dur. Mais comme j'étais un peu shootée entre guillemets tout le temps au médoc, c'était pas non plus quelque chose qui me manquait, on va dire. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Par moments, j'avais des sueurs froides. Enfin, je tremblais. Enfin, je me disais, j'ai besoin de ma drogue, quoi. J'ai besoin de ça. Ça a duré 2 mois. Je suis sortie et à partir de ça, je faisais plein d'allers-retours. 2 semaines là-bas, 2 semaines chez moi, 2 semaines là-bas. Et j'avais toujours pas dit que j'étais addicte. Donc finalement, les médecins ne le savaient pas. Du coup, j'avais pas les fameux tests urinaires qui montraient que je pouvais être potentiellement positive, ce qu'ils ne le font pas à tout le monde. Je venais pour dépression, tentative de suicide, je fumais juste des cigarettes, j'avais jamais dit que j'avais touché à ça. Et en fait, le moment où vraiment, là, j'ai mis un terme, c'est à mes 18 ans, à ma dernière dépression. Je suis allée voir ma mère, je lui ai dit, maman, j'ai besoin de me faire hospitaliser. Je me sens pas bien, je sais que je vais faire des conneries. Elle a fait toutes les démarches pour. Entre-temps, j'avais fait une tentative de suicide. Et là, je me suis fait hospitaliser. Et arrivée là-bas, ils m'ont posé la question, est-ce que vous avez une addiction, est-ce que vous fumez? Et là, je leur ai dit oui. Dans ce sevrage, ce qui était le plus dur, c'était l'effet de défonce qui me faisait du mal, mais qui me plaisait. Puis c'était devenu en fait une habitude. C'était même plus devenu quelque chose où je me dis, ah, et si je roulais mon joint? C'était, je roule mon joint. Comme le matin, tu te fais ton café. J'ai fait en sorte de sortir, de faire des choses qui me changent les idées. Mais c'était très dur. Parce que finalement, tu sors en soirée, il y a toujours quelqu'un qui va fumer un joint. Je suis assez étonnée de ma force mentale à ce moment-là parce que c'était vraiment dur. J'ai laissé passer beaucoup de temps parce que là j'ai 22 ans, mais mes dernières addictions c'était à l'âge de 18 ans, donc finalement ça m'a pris 3-4 ans avant de libérer ma parole sur ce sujet et de me dire bon, en fait je suis une ancienne addicte. Je pense le plus dur, c'est de ne pas comprendre que tu étais addict. J'étais pas au courant des dangers que ça pouvait avoir. J'étais surtout au courant que c'était pas mortel. Finalement, je me dis, bon, il est légal aux États-Unis, Amsterdam, c'est légal. Pourquoi il y aurait un problème, quoi? Le problème, il est quand ça devient excessif et quand c'est dans l'abus, quoi. Et je me rendais pas compte que j'étais dans l'abus. Ma famille, elle a pas vraiment réagi parce que finalement, je parlais de quelque chose qui était du passé. Mais je pense qu'ils ont compris plein de mes comportements que j'avais eus et qu'ils comprenaient pas forcément. Aujourd'hui, je vais super bien. Je suis hyper heureuse, hyper épanouie. J'ai confiance en moi, enfin, après toutes ces années. Et la chose que vraiment je veux qu'on retienne, c'est ne pas hésiter à parler. À dire ce que vous avez sur le cœur, à dire ce qui va pas. Et ne pas vous dire que votre parole n'est pas légitime ou n'est pas assez importante parce que tout ce que vous avez à dire, c'est important.
mais surtout demander de l'aide. Je pense que la demande d'aide, pour moi, c'est la chose la plus importante et il y a par moments, je regrette de ne pas avoir demandé cette aide supplémentaire par rapport à mon addiction quand j'étais plus jeune.